Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Au programme, on fera le point sur cette année 2022 et les perspectives 2023 avec notre expert du secteur Sacha Pouget. L'entretien est lui dédié à Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma, le Journal des Biotech. C'est parti. Et il est là pour notre point d'actu de rentrée en pleine forme, prêt à croquer 2023. Notre expert des biotech, Sacha Pouget, fondateur de Biotech Bourse et associé au sein de Biomed Impact. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Bonne année 2023, c'est vrai qu'on ne s'est pas revu. Merci, bonne santé également. Alors, justement, les débuts d'année, c'est l'occasion de faire un petit bilan perspective de l'année écoulée pour le secteur des biotech et puis aussi de ce à quoi on peut s'attendre en 2023. On va commencer à dérouler le fil rouge qu'on a égrené tout au long de l'année en commençant par les performance 2022 au risque de vendre la mèche. Ça va surprendre personne, 2022, année compliquée pour les performances du secteur. Tout à fait, une année même qu'on pourrait qualifier de décevante au regard du fait que l'ensemble des biotech et medtech qui regroupent 80 sociétés qui sont cotées sur la place de Paris ont perdu 40% en moyenne. Alors, les biotech ont été davantage sanctionnées, elles ont perdu en moyenne 50%. Davantage 50%, donc des cours divisés par deux et des valorisations pour le reste également divisées par deux. On a perdu 4 milliards de valorisation sur le secteur biotech. Les medtech n'ont pas non plus résisté, elles ont perdu en moyenne 30% en 2022. Dans ce contexte compliqué, on a pu quand même observer certaines sociétés qui tirent leur épingle du jeu, à commencer par Visiomed, dont le cours a quand même progressé de 330% l'année dernière, suite à un recentrage de son activité qui a été réussi. Une société biotech, cette fois-ci Acticor, qui, elle, a progressé de 55% suite à des bons résultats cliniques de phase 2 dans l'AVC. Et puis, on peut aussi citer la société Oncodesign, qui a progressé de 40% l'année dernière suite à un split de ses activités de services et de recherche. Exact. Une année décevante, vous l'avez dit, Sacha. Ce qui peut nous rassurer, peut-être, c'est le niveau des levées de fonds qui, pour le coup, s'est plutôt bien maintenu. Alors, tout à fait. On a une année quand même qui est étonnante dans le sens où on a levé la surprise, en 2022 autant qu'en 2021. On a levé, pour être précis, 1,01 milliard d'euros sur l'ensemble du secteur biotech français. Il y a eu 51 opérations qui ont été effectuées. Alors, on est en deçà du précédent record qui date de 2020 où on avait levé sur les biotech 1,3 milliard, mais quand même, cela représente une somme très significative et d'autant plus que pour un quart de cette somme, ce sont des partenariats, donc des industriels qui ont apporté des financements à ces sociétés. Alors, on est sur des cycles de développement longs et coûteux. Je pense qu'en 2023, on sera sur la même dynamique, à savoir que des sociétés seront en capacité de trouver des financements. Petit bémol, c'est un quart des opérations ont permis de lever 3/4 des levées. Donc ça a été très concentré, quoi. Donc il y a une forte concentration sur les levées de quelques acteurs. Et on savait que 2022, on en avait parlé, ce serait compliqué pour le refinancement des biotech. On voit que même si vous avez dit que les limites que vous avez évoquées, ça ne s'est pas si mal passé. Pas si mal passé non plus sur le front des fusions-acquisitions, où là, on est même, qu'est-ce que je lisais dans ce que vous m'aviez envoyé, un record, c'est ça ? On est sur un record historique en termes, alors sur la partie cotée uniquement, en fusion-acquisition en biotech. 33 opérations ont été annoncées cette année. Europe et États-Unis. Europe et États-Unis uniquement au monde coté. Et pour le coup, c'est un record qui n'a jamais été observé. Alors, les montants sont inférieurs à la moyenne historique, puisque les montants de transactions étaient de 85 milliards de dollars en 2022, contre une moyenne historique de 110 milliards. Donc, ça s'explique évidemment par les niveaux de valorisation qui ont fortement chuté. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que on a pu observer des primes très significatives. Lorsqu'une biotech se fait racheter de manière historique, c'est la moyenne, la prime est de 60%. L'année dernière, la prime a été de 95%. Et surtout, on a eu un gros rachat en fin d'année, celui d'Horizon, par Amgen, pour un montant très significatif de 28 milliards de dollars, ce qui représente 7 années de vente. C'était assez significatif. Donc, et aussi, pour terminer sur cette partie M&A, on a sur les 3 premières semaines de l'année 2023, on a déjà 3 opérations. Donc, à mon avis, on va continuer sur cette dynamique lors des mois qui vont venir. C'est la preuve aussi que les pharma, quand elles veulent une société, elles sont quand même capables de mettre la main à la poche pour l'acquérir.
On referme cette année 2022, il est temps de passer maintenant à 2023. Quelle perspective pour l'année qui arrive? Et on s'est dit, tiens, ce serait bien de regarder les domaines, les aires thérapeutiques qui, bien sûr, vont être scrutés par les investisseurs. Alors, selon nous, il y a 3 domaines qui devraient être recherchés cette année par les investisseurs, à commencer par l'oncologie. Il y a de nombreuses innovations dans ce domaine. Ça l'était déjà en 2022, ce sera encore en 2023, sans doute en 2024, je pense qu'on ne vend pas la mèche. Oui, très clairement, mais parce que ces innovations ont apporté des thérapies ciblées et surtout, alors, il y a beaucoup de rachats également et beaucoup de partenariats sur cette aire thérapeutique. Et en France, on a la chance de pouvoir bénéficier aussi d'acteurs reconnus et très spécialisés dans ce domaine. On a par exemple Inat Pharma, on a également Selectis, on a également Transgène, on a aussi Onxeo, des sociétés donc, qui sont bien armées pour, on va dire, être dans le viseur des investisseurs cette année. On a aussi les maladies rares alors qui sont des thérapies qui touchent peu de personnes et qui peuvent aussi être vendues cher. Alors, on a quelques acteurs en France. On a par exemple Gensight, qui est une société spécialisée en thérapie génique. On a aussi Abionyx. Et pour finir, un 3e domaine aussi qui devrait être recherché par les investisseurs en 2023. Il s'agit des neurosciences. C'était auparavant vraiment la dernière frontière scientifique qu'on avait du mal à passer. Maintenant, il y a de véritables innovations. On a eu un médicament qui a été approuvé dans la maladie d'Alzheimer. Ce n'était pas arrivé depuis 20 ans par Biogen l'an passé. Et je pense que ce domaine va être intéressant à scruter. Il y a beaucoup de fonds aussi aux États-Unis qui se lancent. Il y a eu aussi des sociétés qui essayent d'innover dans les psychédéliques, etc. Donc, les neurosciences, sur la place de Paris, il y a aussi certaines sociétés qui sont spécialisées. Alors, il va falloir que vous me donniez les noms, je ne les ai pas forcément. Alors, par exemple, il y a Ailis Pharma, c'est une société qui s'était faite introduire l'an passé. On a aussi Terranexus ou encore Medincell aussi qui innove beaucoup dans ce domaine. Donc, on retient l'oncologie, les maladies rares, les neurosciences à regarder en 2023 quand on est investisseur. Voilà pour les domaines attendus, les catalyseurs de cette année, là, les grands rendez-vous qu'il va falloir se fixer là aussi. Avec peut-être un prisme un petit peu plus particulier, bien sûr, pour la France, Sacha. Tout à fait. Disons que ça sera animé, ça, c'est la première réponse. Voilà, ce sera animé, à commencer par Genfit, qui est une société qui avait un programme dans la NASH. Les maladies du foie sont très regardées en ce moment aux États-Unis depuis le 2e semestre de l'année 2022. Il y a eu un petit désamour, on peut le dire, Sacha. Il y a eu un très grand intérêt, puis un désamour, et là, ça revient, c'est ça? Tout à fait. Il y a eu la période 2014-2018 où vraiment les sociétés étaient vraiment recherchées par les investisseurs dans la NASH, dans les maladies du foie en général. Et puis 2018-2021, c'était le retour, on va dire, de la version risque. Des déceptions et des déceptions. Voilà. Alors donc Genfit va publier des résultats de phase 3 dans la PBC, dans le courant du premier donc, la cholangite biliaire primitive. Voilà. C'est bien cela, la PBC qui est le programme phare de Genfit du reste. Et il y a aussi une autre société française, Acticor, qui va publier des résultats de phase 2 dans l'AVC au 2e trimestre, mais aussi au 3e trimestre. On a une société qui est spécialisée, enfin en partie dans la NASH, Inventiva qui aussi, va publier au cours du 2e semestre de 2023 justement des résultats de phase 2 avec son lanifibranor dans la NASH. Et puis on a aussi Medincell, on en parlait tout à l'heure, qui attend une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis de son programme dans la schizophrénie dans le courant de l'année. Donc c'est aussi un titre à suivre. Avec son partenaire, l'Israël Teva. Tout à fait, qui est partenarisé avec Teva. On a Osé Immuno aussi qui va publier 2 résultats dans l'oncologie cette année. On a Transgène qui, elle, va publier tout au long de l'année 3 résultats cliniques attendus également dans l'oncologie. On a Valneva qui va être aussi scruté cette année après la déception malheureusement dans le Covid en 2022. On attend des résultats de phase 3 sur son composé, le VLA 1553 dans le chikungunya. Ce devrait être annoncé dans le courant du premier semestre 2023. Eh bien, dis donc, effectivement, Sacha, on ne va pas s'ennuyer sur cette année qui arrive. Il va falloir que vous reveniez souvent pour faire le point avec nous sur l'évolution du secteur. Merci beaucoup. Merci, Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour ce premier entretien de l'année Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. Bonjour Aram.
Bonjour Laurent. Alors, pour ceux qui l'auraient manqué, durant une année 2022 riche en événements, TME Pharma, c'est depuis juillet dernier le nouveau nom de Noxon Pharma, biotech allemande cotée à Paris et spécialiste de nouvelles thérapies dans le traitement des cancers en ciblant le micro-environnement tumoral. Petit rappel, voilà, Aram, vous étiez venu sur le plateau du journal des biotech en 2019. Vous aviez d'ailleurs très bien expliqué à l'époque la science qu'il y a derrière votre biotech. On ne va pas le rappeler aujourd'hui, on va plutôt revenir sur l'actualité récente. On va prendre un petit pas de côté, faire un petit pas de recul. On va revenir en juin de l'année dernière, 2022, avec la publication des données principales de l'étude Gloria, qui évaluait l'association de Noxa12, votre produit, avec la radiothérapie dans le traitement du glioblastome de première ligne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en synthèse, les enseignements à retenir de ces résultats? Tout à fait, Laurent. Alors, en juin, on a publié, comme vous le disiez, les résultats chez les patients atteints de glioblastome, du traitement avec la radiothérapie associée avec notre médicament, le Noxa12. Ce qui était frappant, c'est que sa capacité de diminuer la taille des tumeurs dans presque tous les patients. Donc 90% des patients dans une cohorte de 10, tous avec des tumeurs restant après la chirurgie maximale et tous ayant des marqueurs indiquant qui sont résistants aux chimiothérapies standards. Donc là, 90% réduites, donc 40%, pas plus que 50%. Donc des résultats super encourageants. Enfin, moi je le dis comme ça, mais... pour contexte, donc, on a une cohorte de 20 patients à Paris, dans des hôpitaux dans l'étude. Et là, la réponse en termes de réduction de plus que 50% est que dans 2 patients, donc 10%. Donc il y a vraiment une différence majeure. Bon, une différence majeure, ça sont les résultats de juin. Et puis maintenant, il y a des phases d'expansion de ces essais où vous testez Noxa12 en radiothérapie, en combinaison avec d'autres actifs. On peut parler peut-être de Gloria, donc Noxa12 cette fois-ci avec la radiothérapie et un inhibiteur de point de contrôle, Keytruda. Quels sont les objectifs poursuivis avec cet essai spécifique? Quelque chose qu'on a remarqué lors de la première partie de Gloria, on avait quelques échantillons des tumeurs qui étaient prélevés lors du traitement. Et ça nous a montré qu'on avait une infiltration des cellules cytotoxiques T, une partie du système immunitaire qui attaque les tumeurs, qui n'est pas normalement là. D'accord. Donc il y avait une augmentation dans un patient de 10 fois. Et ce qui est impressionnant encore plus, quand on regarde dans les tumeurs, les cellules qui prolifèrent, 1 parmi 10 était un cellule T activé. Donc c'est vraiment pas ce qu'on attend à voir. Donc on sait qu'il y a plus de barrières contre le système immunitaire. Ça veut dire que la tumeur résiste en fait, c'est ça. Même si on a toutes ces cellules T-là, donc ça valait la peine de tester un inhibiteur de point de contrôle. Donc, si je comprends bien, pour faire simple, c'est une façon d'augmenter encore peut-être l'efficacité du traitement en essayant finalement de vaincre les dispositifs de défense que la tumeur met en place. Voilà. Donc, l'idée d'origine, c'est que la radiothérapie détruise les vaisseaux. Noxa12, on sait bien, ça bloque la réparation par une des voies majeures pour les tumeurs. Là, on n'était pas sûr qu'on allait faire entrer les systèmes immunitaires en plus dans le cerveau, comme c'est une zone privilégiée, mais c'est le cas. Donc ça vaut la peine plutôt de tester l'inhibiteur de point de contrôle. Bon, un peu plus proche de nous, vous avez présenté en novembre dernier, à l'occasion de la réunion annuelle de la Society for Neuro-Oncology, on est toujours en 2022, des données intermédiaires additionnelles sur des données à 6 mois. Là, c'est en combinaison avec Avastin, si je ne raconte pas de bêtises. C'est ça. Voilà, qui montre, de ce que j'ai compris, que les effets du traitement se prolongeraient dans le temps, c'est ça? Exact. D'abord, on avait un taux de réponse radiologique des réductions des tumeurs par 50% plus de 100%. Donc, tous les tumeurs frappées par la radiothérapie, dans la présence de Noxa12 et de bevacizumab ou Avastin, sont réduits par plus que 50%. Bon, 100% réduit de plus de 50%. C'est des beaux résultats.
C'est impressionnant. Ouais. Après, un des patients, malheureusement, il est mort maintenant, a eu une métastase dans le liquide céphalarachidien. On ne peut rien faire parce que la radiothérapie ne touchait pas cette zone-là. Cette zone-là, oui. Mais les autres, ils étaient stables, dans une bonne condition clinique, à 6 mois, tous. Donc, avec ça, c'est une durabilité avec une qualité de vie, ce qui est très important. Donc, on a suivi la qualité de vie et la fonction neurologique. La qualité de vie s'est améliorée pour la vaste majorité des patients. On a même eu un patient qui a cassé sa pompe d'administration de médicaments en faisant de l'équitation un peu trop énergique. Donc la vie continue. C'est le meilleur résultat qu'on puisse espérer. Oui, c'est ça. Donc on a 6 mois et l'histoire continue puisque je crois qu'en avril, deuxième trimestre de cette année 2023, on attend cette fois-ci des résultats à 12 mois. Qu'est-ce que vous attendez de ces résultats ? Que vous continuez à tirer le trait finalement de l'efficacité et de la poursuite de l'efficacité dans le temps ? Oui, c'est ça l'idée. Il faut suivre maintenant. Il faut démontrer que... on sait qu'il y a une bonne corrélation entre le taux de survie sans progression à 6 mois et la survie. Alors, ça s'est montré par plusieurs études. Donc là, c'est cohérent avec une survie plus longue que ce qu'on a eu avec le Noxa-12 plus la radiothérapie seule, donc qui était 12,7 mois. Donc, comme vous disiez, on va continuer à tirer le trait avec le temps. Mais aux 12 mois, on espère avoir un taux de survie bien au-delà de 50%. Bon, alors les gens qui nous regardent se disent, bon, c'est intéressant, j'ai donc cette étude Noxa-12 plus radiothérapie, j'ai l'extension, j'ai des combos avec Keytruda, avec Avastin, j'ai des résultats encourageants, mais c'est quoi la suite ? Comment maintenant, à partir du moment où on aura ces résultats à 12 mois, j'imagine que vous allez continuer à les suivre dans le temps, mais quelles sont les grandes prochaines étapes de développement de Noxa-12 ? Donc, d'abord, il faut qu'on parle avec les autorités réglementaires. Le glioblastome, c'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de bon traitement aujourd'hui. Le taux de survie à 5 ans, c'est de 4%. Donc le pronostic est véritablement très, 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 très dur. Exact. Donc, il y a de la flexibilité si on arrive avec des bonnes données. Donc, il faut avoir le survie à un niveau mature, donc pour avoir une bonne idée, c'est quoi la survie médiane ou moyenne de nos patients. Après, la prochaine étape va certainement être une étude randomisée. D'accord. Peut-être petite pour répondre à plusieurs questions avant de se lancer dans une étude plus grande ou peut-être une étude qui peut adapter en fonction des résultats préliminaires à une étude pivot. Quand vous dites petite, c'est quoi ? C'est sur 10, 20 patients ? Exact, par bras. Oui. Où vous chercheriez à démontrer là aussi l'efficacité du traitement ou dans certaines indications, certains cas précis ? Pour le moment, on s'est cantonné à des patients qui ont des tumeurs résiduelles après la chirurgie pour qu'on puisse voir tout de suite quel est l'effet. Est-ce que c'est bénéfique, oui ou non? Et les patients pour lesquels la chimiothérapie standard ne marche pas. Ne fonctionne pas. Et comme ça, en fait, on peut proposer une thérapie sans chimiothérapie standard, qui a un bon effet. Quand on la lève, ça élimine beaucoup d'effets secondaires. Bon. Pendant longtemps, vous avez fait appel aux obligations convertibles. Ici, votre accord avec Atlas Special Opportunities. Oui. Je crois que votre visibilité financière, elle court jusqu'en juin. Oui. Comment justement vous allez poursuivre les développements de Noxa-12 ? On comprend justement qu'il y a aussi un côté un peu opportuniste de ne pas faire des études trop grosses que vous puissiez financer. Et puis, au-delà du financement, il y a la recherche d'un partenaire. Est-ce que ça continue à discuter chez TME Pharma avec une Big Pharma qui trouverait intéressante cette technologie, qui dirait tiens, ça vaut le coup de financer ces essais prometteurs ? Oui, exact. Bon, bien que nous ayons eu recours à des obligations convertibles, à un moment où on n'avait pas le choix parmi les instruments. C'est vrai que ce n'est pas très apprécié d'actionnaire individuel, il faut le dire. Et ça râle, ça fait râler. C'est sûr, c'est sûr. Et écoutez, nous avons compris que ça baisse la valeur de l'action et c'est dissuasif pour les autres investisseurs. Et c'est ça qui... Les deux points sont les gros points négatifs
pour les obligations convertibles. Notre objectif, c'est de ne plus en utiliser. D'accord. Et je dis ça clairement. Et même de les éliminer de la structure financière de la société. Bon. Alors, comment financer? Eh oui, une fois qu'on a dit ça. Voilà. Après, on est en discussion active avec plusieurs structures et d'opportunités différentes. D'accord. À la fois avec les investisseurs, pour les ramener en éliminant l'obligation convertible, ce qui est très important, et aussi des autres idées plus importantes pour la société en termes d'effets pour le futur, des partenariats et ou des fusions et acquisitions. Bon. Donc, plein de choses en discussion active aujourd'hui, il faut suivre. Bon, eh ben on va suivre. Alors, si on regarde justement les temps forts de 2023 pour les investisseurs qui nous regardent, qu'est-ce que ça va être? On a déjà parlé un petit peu des résultats à 12 mois qui allaient tomber bientôt. Quels sont les autres grands rendez-vous que vous donnez aux investisseurs sur cette année 2023? Même avant ça, on va toucher aux résultats de 10 mois. Et pourquoi 10 mois? 10 mois, c'est la survie médiane anticipée des patients au profil que nous avons recruté dans l'étude. Donc, si on a un taux de plus que 50%, c'est déjà une réussite. Parce qu'on a fait vivre plus longtemps que prévu. Après 12 mois, bien sûr, 1 an, et ainsi de suite. On va continuer cette année de suivre la survie des patients. Pour moi, chaque mois de gagner pour ces patients, c'est une victoire. Et pour eux aussi. Et pour eux aussi, surtout si la qualité de vie est bonne. Est au rendez-vous. Oui, exact. Donc, ça, suivi de cette étude, on va finir le dossier pour discussion avec les autorités réglementaires. Donc, autre grand rendez-vous pour nous, c'est ce qui sort de ces discussions. Quel est le chemin qui va nous amener le plus efficacement au marché? Et il faut l'implémenter. Et pour l'autre indication qu'on n'a pas clairement les moyens, pancréas, les moyens aujourd'hui avancés, on a continué à faire ce qu'on pouvait faire. On a l'accord des autorités réglementaires en Europe pour la prochaine étude de phase 2. Et on est en train de finaliser ça avec les autorités américaines, l'FDA. Donc vous préparez le terrain, c'est ça? C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez les financements, un partenariat, qui sait, eh ben, finalement, tout est prêt pour lancer cette étude. C'est une étude de phase 2B, hein, c'est ça? Oui. Bon, là aussi, on surveillera? Et ben voilà. Merci beaucoup, Aram Mangassarian, pour ces explications. Merci beaucoup, Laurent. C'était un plaisir. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.